Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 26 avril et voici les titres de votre 19h. Nous consacrerons une grande partie de ce journal à cet événement planétaire, les funérailles du pape François qui ont eu lieu aujourd'hui. Pour évoquer les temps forts de la journée, nous serons en duplex avec Alban Mikosi, journaliste pour France Télévisions, et avec Laura et Filippo, des jeunes catholiques de Monaco présents au Vatican. Nous rejoindrons ensuite notre équipe aux États-Unis auprès des fidèles de New York qui, outre-Atlantique, rendent hommage au souverain pontife. Et puis nous ouvrirons une page sport avec notamment du basket et la victoire de la Roca Team face à Barcelone, la défaite en finale du trophée Coupe de France du NBA et puis le tournoi Sainte-Dévote de rugby à 7. Tous les yeux étaient rivés sur Rome ce samedi. Plus de 400 000 fidèles étaient sur place, tout comme de nombreux souverains et chefs d'État. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont fait le déplacement. Le prince William pour représenter son père, le roi Charles III. Donald Trump, Volodymyr Zelensky qui ont à la surprise générale échangé au sein de la basilique Saint-Pierre. Cette journée historique, vous avez pu la vivre en direct sur Monaco Info. Et dans l'Hexagone, sur France Télévisions, c'est Alban Mikosi qui était chargé avec d'autres journalistes de commenter la cérémonie. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Alban Mikosi. Bonsoir. Comment pourrait-on qualifier ces obsèques à la fois historiques et différentes par leur sobriété? Oui, je crois que vous avez trouvé la bonne formule. Les obsèques tout à la fois historiques avec toute la pompe, toutes les traditions catholiques qui évidemment ont été respectées, avec notamment cette foule incroyablement nombreuse place Saint-Pierre. Les obsèques aussi dans la simplicité parce que depuis le pape Jean-Paul II et surtout avec François, on a abandonné un certain nombre de gestes qui étaient traditionnels et qui étaient un peu surannés, un peu du Moyen-Âge. Et le pape François a voulu quelque chose de sobre. Alors sobre, ça veut dire par exemple un cercueil composé d'un seul bois, un cercueil en un seul morceau, le cercueil posé au sol, la présence de migrants, la présence de pauvres mise en évidence, et puis finalement cette mise en terre à la basilique Sainte-Marie-Majeure qui était très très chère à son cœur, loin des ors du Vatican. Et quelle a été l'image marquante de cette matinée? L'image forte pour moi, c'est quand même lorsque le cercueil du pape arrive. Vous savez, il y a eu cette montée d'applaudissements des gens et la cérémonie a eu lieu. C'est une cérémonie religieuse. En principe, les cérémonies religieuses, c'est long. Et quand ça touche à sa fin, les gens ont tendance à partir. Là, les gens n'arrivaient pas à partir. Il y avait 200 000 personnes environ sur la place et les gens sont restés longtemps après la fin de la messe pour dire un dernier au revoir à ce pape qui finalement était très cher à leur cœur. Il y a aussi, on peut parler de cette entrevue improbable entre Trump et Zelensky au cœur de la basilique Saint-Pierre. Oui, ça c'est très très improbable. On va dire que c'est presque le premier miracle que le pape François établit, puisque théoriquement, une basilique c'est pas fait pour y faire des rencontres diplomatiques. Et en plus, le président Zelensky avait annoncé hier qu'il n'avait pas très envie de venir à Rome, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans la relation avec Donald Trump. Il n'empêche qu'il est venu. Il n'empêche que les deux hommes se sont parlé et il n'empêche que la Maison-Blanche dit que c'est une journée qui aura été constructive. Alors, constructive en quoi? On le verra d'ici quelques jours. Mais c'est certain que cette rencontre, qui finalement était imprévue, a été rendue possible par la diplomatie du Vatican, qui dans ces cas-là, sait faire les choses très discrètement. Pour rappeler rapidement les temps forts, la messe funéraire qui a débuté au Vatican sur le parvis de la basilique Saint-Pierre avant que le cercueil du pape soit transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome. C'est le pape François qui a souhaité être enterré à cet endroit et c'est une première depuis 300 ans pour un souverain pontife. Effectivement, c'est un lieu qui est cher à son cœur. C'est là où il venait systématiquement lorsqu'il avait terminé un certain nombre de voyages à l'étranger. Moi, je l'ai accompagné par exemple en Irak et Dieu sait que ce voyage était compliqué à organiser. Et quand le pape est revenu, eh bien, il est venu à Sainte-Marie-Majeure prier tout seul pour remercier la Sainte Vierge, comme il disait, d'être revenu en vie et avec tout l'entourage en vie, parce qu'on a appris plus tard par des écrits qu'il a laissés qu'il y avait eu des tentatives d'attentat en Irak et que finalement, eh bien, tout s'était passé correctement. L'attentat a été déjoué à la dernière minute, la voiture a explosé, mais il n'y avait personne dedans et personne n'a été blessé. Et pour lui, c'est le signe de la providence. Merci beaucoup Alban Mikosi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir. Quel regard les jeunes ont-ils porté sur cet événement? Nous accueillons tout de suite deux jeunes chrétiens de la Principauté. Le groupe, composé d'une quarantaine d'adolescents au total, est arrivé en bus ce matin à Rome en pèlerinage pour participer au jubilé des adolescents. Compte tenu des circonstances, ils ont finalement assisté aux obsèques du pape François. Bonsoir Laura, bonsoir Filippo. Bonsoir.
Où est-ce que vous avez suivi la cérémonie? Avec qui? Alors, on a suivi de la rue, en fait, de la rue derrière la place Saint-Pierre. Et on était avec tout le groupe du diocèse, avec voilà, tous les accompagnants et tous les jeunes. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, c'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que c'est le seul pape qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment un phénomène historique. En plus, on est jeunes, donc avoir l'opportunité de voir ça, c'est vraiment un honneur pour nous d'être là. Et de voir vraiment toute cette ambiance, d'être avec d'autres jeunes du monde entier. On a vraiment rencontré des jeunes du monde entier, donc c'est vraiment très solennel. Et qu'est-ce que le pape François représentait pour vous? Le pape François sûrement représentait plusieurs messages. Il essayait à chaque fois d'exposer un message surtout de paix et de cohésion entre les différentes cultures, je trouve. Et pour vous, Laura? Il œuvrait beaucoup pour les jeunes et oui, son message principal restait tout de même la tolérance entre tous, la charité et vraiment accueillir tout le monde les bras ouverts. Et en tant que jeune, c'est quand même super important pour nous aussi ces valeurs-là. Et on était très attachés à lui, il était très attaché à la jeunesse. Est-ce qu'il vous a inspiré d'une façon ou d'une autre? Sûrement, il nous a inspirés de plusieurs manières, je pense. Moi, personnellement, mais je pense beaucoup de jeunes dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une image marquante que vous retenez, une phrase par exemple? Je pense que son message en général était quelque chose de très important et très marquant, surtout dans la génération et les temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Et son message de paix reste quand même très important. Et quand témoigne le thème de ce jubilé porteur d'espérance, il témoigne vraiment un message d'espoir et qui est vraiment important, surtout pour nous, la jeunesse, et l'espoir d'une vie meilleure, de paix et dans ce monde qui en ce moment des temps un peu difficiles. Donc un mot sur le jubilé des ados parce que vous rendez à Rome à l'origine pour ça. En quoi cela consiste et comment le rendez-vous a-t-il été remanié? Sûrement, on ne s'attendait pas au funérailles du pape. Donc, on est arrivé ce matin très tôt, vers 5h30, 6h. On est passé 2 minutes à l'hôtel pour poser toutes les valises et nous sommes partis de suite aux obsèques. Donc, on ne s'attendait pas à cette partie-là. Et maintenant, ça reste une surprise. On va voir un peu comment est-ce que ça va se dérouler. Et le jubilé reste quand même un temps de fête au départ. Il y a certains événements qui ont été maintenus. Comme ce soir, on a une veillée voilà, entre jeunes. Par contre, la canonisation de Carlo Acutis demain a été annulée et tout a été remplacé par les funérailles du pape. Donc, il y a quelques arrangements qui ont été faits comme ça. Mais après, l'esprit de jeunes, de partage, de charité entre tous, il reste là parce que ça reste quand même voilà, le jubilé des adolescents. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres jeunes? Oui, on a rencontré plusieurs jeunes qui venaient d'Italie, du Mexique, d'Espagne et de beaucoup de pays différents. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pendant ce séjour? On espère, je pense, découvrir voilà, d'autres cultures, échanger avec des jeunes, d'autres jeunes du monde entier, découvrir voilà, leur manière de voir les choses et échanger sur leur culture et sur les consciences. Après, on espère aussi découvrir aussi un peu la foi, approfondir un peu certaines notions, peut-être qu'on n'a pas l'habitude parce que ça reste un événement exceptionnel. Et finalement que la religion touche encore beaucoup les jeunes parce on dit souvent qu'elle est boudée aujourd'hui. C'est pas le cas, on le voit d'ailleurs avec cet événement, les funérailles du pape François. En effet, c'était même très impressionnant. La place Saint-Pierre était vraiment remplie. Toute la rue après était vraiment remplie. C'était très impressionnant à voir, surtout dans les images parce qu'on voyait à travers un écran, mais de vue en fait du drone, c'était vraiment tout rempli. Donc non, la foi est encore bien présente dans le monde. Eh bien, merci beaucoup, Laura et Filippo, d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Et les hommages affluent du monde entier. Notre correspondante à New York, Alexandra Pani, est allée recueillir les témoignages de fidèles devant la cathédrale Saint-Patrick, édifice emblématique de la ville. Oui, vous l'avez dit, un hommage mondial. Et ici même à New York, les millions de fidèles ont été touchés par l'annonce de la disparition du pape François en ce lundi de Pâques. Le jour même, un premier hommage lui a été rendu en la cathédrale Saint-Patrick par le cardinal Dolan. Le pape François s'était rendu à New York il y a 10 ans. À l'occasion d'une tournée américaine en septembre 2015. Il s'était même adressé à la tribune des Nations Unies. Ce samedi, un nouvel hommage lui a été rendu à midi en la cathédrale Saint-Patrick, organisée par le Saint-Siège. De nombreux fidèles ont tenu à s'associer tout au long de cette semaine à cet hommage. Je vous propose de revenir sur les quelques témoignages que j'ai pu recueillir.
I think that Pope Francis was very good with the Catholic youth. He reached out to all of us and just wanted to know that we were welcomed and that we can do it and that we can make it through the hardships in our world. We were very sad to hear that he passed away. He was the Pope for, I think, all the people. I think even non-Catholics respected him and that he opened the doors to loving everyone for who they were. And I think he'll be sadly missed, but I think he started us thinking about accepting all people. Not that much of a religious person, but I definitely think that he opened a new view on Catholicism and it being inclusive for everyone. I think that his emphasis on the poor and community and inclusivity for all in the church I think it's a legacy that will definitely live on. Pope Francis was an inspiration, not just to Catholics, but to every religion all over the world. And he was a man, a wonderfully kind, good man. He was so humble. And I think when he came 12 years ago, I think the world needed him. And I certainly, when I saw him, and I saw him here years ago when he came, I really gave me hope, to be a better person. Un pape qui marquera l'histoire par son ouverture d'esprit et sa main tendue à la jeunesse. Et à Monaco, en l'église Saint-Charles, des vêpres seront célébrées tous les soirs de cette semaine. À 19h dès lundi, un registre de condoléances sera également mis à disposition. Saviez-vous que le pape François a décidé de s'appeler François en référence à Saint François d'Assise? Il voulait comme lui une église pauvre pour les pauvres. Saint François d'Assise fait partie des saints catholiques les plus connus. Une exposition dont le vernissage a eu lieu hier, comme vous pouvez le voir sur ces images, lui est consacrée à l'Agora, la maison diocésaine de Monaco. L'occasion de découvrir la vie de ce messager de la paix à travers l'art. Vous avez un mois jusqu'au dimanche 25 mai. Passons au chapitre sportif avec tout d'abord du basket et cette très belle opération de la Roca Team en quart de finale des playoffs d'Euroleague. Les Monégasques ont remporté le match de hier à Gaston-Médecin, 92-79 face à Barcelone. Plus qu'une victoire et Monaco ira au Final Four. Le résumé du match est signé Frédéric Elliot. Monaco n'est plus qu'à une victoire du deuxième Final Four d'Euroleague de son histoire, porté par un Alpha Diallo bouillant d'entrée. L'ailier inscrit 15 des 17 premiers points de son équipe. La Roca Team a nettement dominé le Barça et mène 2-0 dans la série. Un succès collectif grâce, encore une fois, à une défense de fer, une grosse intensité et un basket collectif, 28 passes décisives. Jordan Lloyd, 13 points en 15 minutes et Matthew Strazel, 12,5 passes, ont joué un rôle déterminant. Mais que dire du match de Mame Diaité ? 20 points à 100% au tir, le pivot a marché sur les intérieurs catalans. À la mi-temps, Monaco est à +9 et ne va pas connaître de coup de mou. Diallo, 21 points, à 7 sur 7 à 2 points et Mame Diaité continue leur festival. Monaco enchaîne les interceptions et les dunks qui font rugir Gaston-Médecin. Terry Tarpey se joint à la fête avec un poster sur la truffe de Jabari Parker. Barcelone n'a pas de solution et ne reviendra pas. 92-79, ça fait 2-0 pour Monaco. On amène cette physicalité sur les deux matchs. Je pense qu'on n'a jamais réussi de la saison à jouer avec cette intensité de manière constante et on en a tous conscience. On en a tous conscience, et on a un but commun. Tout le monde se bat pour la même chose et on le voit défensivement et c'est ce qu'on a en tête principalement, c'est la défense. Et la Roca Team devra mettre la même intensité dès le début du match 3 à Barcelone mercredi afin de clore la série le plus tôt possible. Une rencontre à suivre dès 19h. Pour ce qui est de l'équipe féminine, l'ambiance est tout autre. Le match face aux joueuses de Rouen-Biorel hier soir s'est soldé par une défaite. Le MBA s'est incliné en finale du trophée Coupe de France à l'Accor Arena devant près de 6000 spectateurs sur place, mais aussi devant les nombreux supporters rassemblés au rouge et blanc sur le port de Fontvieille. Le récit de notre correspondant à Paris, Justin Adel. Elles avaient de l'ambition, remporter cette fois-ci le trophée Coupe de France. Car oui, elles étaient déjà passées à côté la saison dernière.
Championnes en 2017 et 2022, elles avaient une nouvelle fois la possibilité de faire du MBA, le premier club amateur à remporter 3 fois le titre. Mais les joueuses de Rouen les en ont empêchées. Lors du premier quart-temps, les Monégasques répondent présents. Face à l'agressivité de leurs adversaires, elles arrivent à tenir le cap même si elles finissent menées d'un petit point. Durant le deuxième, l'attaque va mieux, elles repassent devant. Le match est très serré, 34-30 à la mi-temps, en faveur des joueuses de la Principauté. La seconde partie de la rencontre est nettement plus compliquée pour nos Monégasques. Elles se laissent légèrement surpasser mais ne lâchent pas. À la fin du match, les joueuses du MBA s'inclinent sur un score qui ne correspond pas vraiment à la physionomie de la rencontre. 60-52, Rouen exulte. Nous, on était là pour gagner parce qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Nous, on était prêts mentalement. Tout le monde disait qu'on est des outsiders, donc ça nous va. Mais là, aujourd'hui, on a regardé Monaco dans les yeux et on a joué. On a gagné. Côté monégasque, la déception est grande. On a bossé toute l'année pour gagner aujourd'hui, mais c'est un peu la fatigue aussi, mais c'est pas une excuse. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Il faut l'accepter. Pour la capitaine, les facteurs de la défaite sont multiples, mais l'un d'entre eux sort du lot. Forcément, on a aussi pêché sur les rebonds. On laisse 53 rebonds. C'est énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger par la suite parce qu'il nous reste encore un match de championnat, mais surtout le match des champions pour clôturer la saison. Et voilà, forcément déçu. Même constat pour la coach, qui a du mal à trouver les mots. Je pense que j'ai jamais vu ça, entre nous. 53 rebonds. J'ai jamais vu ça. Dans le vestiaire, en mi-temps, je dis 14 rebonds off. On peut pas, on donne toujours deuxième chance. C'est pas possible. Et surtout qu'on a plus 4 ces moments-là. Là, c'est 53. Je sais pas comment on peut gagner les matchs. L'équipe va pourtant devoir se ressaisir. Le 17 mai prochain, elle jouera à Cognac, la finale du championnat de France de NF1 contre Champagne, basket féminin. Raison de plus pour leur apporter votre soutien. Le dernier match à domicile, ce sera à l'Annonciade le 3 mai prochain à 20h face à l'US Colomiers pour la 22e journée de championnat. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier à l'occasion de son coup d'envoi. Le tournoi Sainte-Dévote réunit au Stade Louis II 24 équipes de jeunes rugbymen de moins de 12 ans. Coup de projecteur aujourd'hui sur le parrain de cette compétition internationale de rugby à 7, la légende sud-africaine Tendai Mtawarira, dans ce reportage de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Tout le monde l'appelle The Beast. Pas besoin d'explication, rien qu'au surnom et à la carrure, on comprend quel genre de joueur était Tendai Mtawarira. Un pilier surpuissant sélectionné à 117 reprises avec l'Afrique du Sud. Le pilier des box succède à Antoine Zegdar en tant que parrain du tournoi Sainte-Dévote. It's an amazing privilege, to be a custodian of such a wonderful event, that promotes rugby amongst grassroots, under 12s. It's super special. So I'm really grateful to be in Monaco supporting the Sainte-Dévote and looking forward to the kids running around and throwing the ball around and having some fun. The Beast est né et a grandi au Zimbabwe. Il découvre le rugby sur le tard et se souvient de ses premiers moments ballon en main. My first memories of me trying to figure out how to pass a rugby ball and being clueless in it. And before that, I had been a soccer player. So I started playing rugby quite late when I was 9, 10 years old. So, and trying to figure out, how to carry the ball, how to pass it and kick it. I thought I was going to be a fly-off, but that didn't work out. Ended up in the front row, but it was so much fun. Sacré champion du monde en 2019 au Japon avec les Springboks, The Beast aura eu une carrière exceptionnelle. Un exemple à suivre pour tous les jeunes rugbymen présents sur ce tournoi Sainte-Dévote. La deuxième édition du Padel Best a été lancée ce samedi au Grimaldi Forum. Pendant 2 jours, l'événement revient sous un format village, quand le sport rencontre l'art et le business, avec la présence d'entreprises de divers secteurs et de stars du football. Cela donne ça, Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Organisée par Roberta Ceccarelli et Gianmarco Nardi, cette nouvelle édition du Padel Best Village transforme le Grimaldi Forum en théâtre des sports de raquettes. Tennis de table, pickleball et surtout padel sont mis à l'honneur le temps d'un week-end. L'occasion idéale pour les sponsors, équipementiers et acteurs du milieu du sport de prendre part à la fête.
Padel, vous savez, c'est un sport très bien joué aujourd'hui en France. Et cette année, il a eu un vrai boom. Donc, nous avons poussé vraiment sur côté sport et business mélangé. Nous avons donné la possibilité aux sponsors et aux sportifs de partager et de découvrir un peu les innovations du monde du padel et de la vie après le sport, surtout du côté sportif. L'attraction principale de ce week-end est une fois de plus la 3e édition de la Givova 5 Padel Cup, un format regroupant 5 tournois mettant en avant de nombreuses célébrités du milieu du sport, comme Vincent Candela, ancien champion du monde avec les Bleus, et l'ancien gardien de but Sébastien Frey. Aujourd'hui, je vais faire un peu de pickball. C'est un sport qui est en train de monter en puissance, on va dire. Donc moi, j'ai dit à l'organisateur, j'allais faire un peu de pickball pour promouvoir un peu ce sport. C'est vrai que le paddle, je suis un peu. Il y a ce côté, ils ont ce côté encore compétition. Malgré qu'on se retrouve, on rigole, on blague, mais quand je les vois jouer sur le terrain, vraiment, il y a ce côté compétitif où c'est que ils jouent vraiment pour la gagne. C'est toujours magnifique de se retrouver, les anciens joueurs. La plupart d'entre nous, on est amis, on bouge beaucoup dans le monde entier. Puis quand Monaco, Monte Carlo nous appelle, c'est avec grand plaisir parce que c'est magnifique. Moi, je vis en Italie, mais j'oublie pas mes racines en France. Donc c'est entre la France et l'Italie. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de venir sur Monaco. Cette 2e édition du Padel Best Village allie aussi le côté humanitaire à l'esprit sportif. Une tombola sera organisée demain et l'intégralité des fonds récoltés ce week-end sera reversée à l'association Fightheads Monaco. Poursuivons avec ce rendez-vous mêlant humour et tubes des années 80 afin de lutter contre les cancers pédiatriques et de soutenir les familles touchées par la maladie. La Fondation Flavien a privatisé l'auditorium Régnier 3 pour son concert One Man Show Pousse la vie, avec à l'affiche Yvan Cassard et François-Xavier de Maison. Retour en images avec Sarah Villemain et Lionel Bernardi. La musique permet de redonner de l'espoir et le sourire le temps d'un instant. Et c'est ce qu'a voulu faire Denis Macarillo, président de la Fondation Flavien, en regroupant humoristes et chanteurs. Parrain depuis plusieurs années, Yvan Cassard, connu pour ses productions avec Mylène Farmer et Johnny Hallyday, était présent derrière son piano pour animer la soirée. On m'a demandé et j'ai accepté avec un bonheur fou parce que dès la première année, j'étais souvent venu à Monaco. J'avais rencontré l'orchestre et puis j'avais rencontré Denis et je trouve que son combat avec la fondation est absolument extraordinaire parce qu'on a besoin de s'occuper des enfants. Ça m'a beaucoup touché et je lui ai demandé comment je pouvais aider. Et il m'a dit si tu pouvais être parrain, finalement ça serait bien. Alors je suis venu une première fois, puis une deuxième et puis finalement je suis le parrain qui accueille les nouveaux parrains parce qu'on a du mal à se séparer pour faire pour fêter, pour passer des bons moments d'amitié, de musique et de fête avec tout le monde. La musique, c'est une manière d'oublier ses soucis, de s'évader du quotidien. Donc que ça soit cette musique-là, la musique classique, peu importe, la pop, le rap, les enfants, ils écoutent plein de musique, et c'est ça qui est amusant d'ailleurs, c'est que même dans cette musique des années 80 qui est pas de leur âge, ça va les amuser parce que leurs parents ont écouté ça et puis d'un coup ils se souviennent de quelque chose. Quand on fait de la musique ou quand on est à nos concerts, on oublie tout ça, on oublie ses soucis. Alors si l'espace de 5 minutes, 10 minutes, ils peuvent penser à autre chose, et ça c'est vraiment une belle chose, bien sûr, c'est positif. Mais ce n'est pas tout. Cette année, la Fondation a accueilli un deuxième parrain, connu pour son humour, son talent de comédien et récemment pour le chant. François-Xavier de Maison faisait partie de la liste d'invités avec le groupe Call Me Winston. Je suis très très fier d'être le parrain de cette soirée ici à Monaco. C'est une soirée musicale, je vais un peu chanter, et ça je suis très heureux. J'avais chanté pour les Enfoirés cette année, et puis là je suis très très heureux de pousser la chansonnette avec un orchestre derrière Call Me Winston, c'est un kiff incroyable. Yvan Cassard qui a quand même tourné avec Johnny, Mylène Farmer, un grand musicien. Et puis je vais sans doute, il faut soutenir la Fondation Flavien, ils se battent toute l'année. Là c'est un soir, mais leur combat c'est toute l'année. Et les cancers pédiatriques, c'est une cause dont on ne mesure pas encore l'importance, mais qui me touche beaucoup. Le public était au rendez-vous et ses missions réussies. Tout le monde est ravi et fier de ce beau concert. Mais j'essaie de venir toutes les années déjà, et là ça fait 4 ans magnifique, j'ai pas vu les premières années, mais franchement c'est de mieux en mieux, et vraiment les spectacles là, il est super, et les années 80 et tout ça, c'est vraiment des souvenirs
de notre jeunesse. On travaille dans le milieu médical et donc ça nous paraissait important de venir soutenir et contribuer en fait à cette association caritative en participant et en assistant au spectacle. L'association réalise plusieurs événements tout au long de l'année. Depuis 2014, plus de 850 000 € ont été récoltés et ont permis de faire avancer les recherches dans la lutte contre les cancers pédiatriques. La Fashion Week s'achève aujourd'hui. Cette année encore, cette semaine dédiée à la mode durable a réuni les plus grands créateurs. Nous recevions hier Renzo Rosso, fondateur de la marque Diesel. Ils se sont réunis à l'occasion de défilés, mais aussi hors des podiums. Exemple avec le brunch organisé ce midi, durant lequel Inji Chaloub, que l'on surnomme la première dame du luxe au Moyen-Orient, a livré son témoignage. Cette édition touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous la refermons avec les photos de Stéphane Dana de la belle victoire de la Roca Team hier face à Barcelone. Monaco est désormais à une marche du Final Four en Euroleague. Dans un instant, votre météo présentée par Théo Schumer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez une excellente soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, le ciel va reprendre un peu son souffle avant d'enchaîner sur une belle période de beau temps. Traduction, il va faire gris ce dimanche, et oui, mais vous allez le voir, c'est 3 fois rien. C'est demain matin que la météo sera la moins bonne, vous vous réveillerez avec une bonne masse nuageuse et une bonne averse. En revanche, l'après-midi devrait être aussi nuageux, mais moins pluvieux. Côté température, elle continue de grimper progressivement, même sous les nuages. Comptez 15 degrés en matinée et jusqu'à 19 degrés pour votre après-midi. Demain, nous fêterons toutes les Zita. Belle soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.